Bonjour à tous et bienvenue à la première formation à l'art oratoire à distance de Parlementoche, qui est orchestrée par, Samuel Savarel, formateur en prise de parole en public, triple lauréat du concours Lysias Paris 1, finaliste du concours national d'éloquence 2017, lauréat du concours national de plaidoirie Lysias. J'oublie sûrement quelques concours, mais je pense que c'est tout simplement un orateur de talent. Vous pourrez lui poser des questions à la fin, de cette formation. Monsieur Savarel, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Après une telle présentation, chers étudiants, chères étudiantes, aussi élogieuse, vous avez des risques d'être déçus. Donc, quand on vous présente comme ça, vous pouvez soit décevoir votre auditoire, soit vous donner beaucoup de peine pour essayer de les satisfaire. Je vais essayer de prendre la deuxième option. Étant précisé que euh, cet exercice-là, via visioconférence, je ne l'avais jamais fait. Je me souhaite de ne plus avoir à la refaire beaucoup parce que ça voudra dire que Monsieur Covid n'est pas revenu parmi nous trop rapidement et parce que surtout l'exercice de la parole euh, n'est pas le même avec ou sans matière en face de vous. Vous ne serez jamais aussi bon qu'avec un auditoire, qu'avec un jury, qu'il y ait en face de vous 2 personnes, 3 personnes ou 900 personnes, peu importe, simplement tout le charme de la parole, c'est que vous êtes ce que vous plaidez quand vous parlez, mais la belle parole, elle est faite aussi dans une sorte d'échange avec l'auditoire. C'est un échange qui est silencieux, qui ne se voit pas forcément, mais on se sent infiniment seul lorsqu'on est devant un iPhone ou devant un ordinateur. Je vous dis ça, c'est vrai pour moi, ce sera vrai pour vous, pour le concours que vous allez avoir à faire incessamment sous peu. Ça va aussi être très difficile pour vous comme exercice, mais ça a un avantage, c'est qu'après, vous ne pourrez qu'être meilleur. C'est-à-dire que vous allez commencer avec le plus difficile. Le plus difficile, c'est de prendre la parole avec en face de soi un iPhone ou un MacBook, peu importe le sens de l'iPhone, que vous ayez un trou noir en face de vous ou une pomme à moitié croquée, il vous manque l'essentiel, c'est l'auditoire. Donc sachez que ce que vous allez faire, c'est franchement difficile. Et puis, quand vous aurez le plaisir de prendre la parole devant véritablement des gens vivants, que vous voyez vivants, que vous pouvez presque toucher, c'est un tout autre exercice. Donc, comme l'a mentionné notre cher organisateur, j'ai fait quelques concours. Alors, on présente toujours les victoires. Ça, c'est vrai pour l'éloquence, mais c'est vrai pour n'importe quoi dans la vie. On a tendance à mettre en exergue les victoires. J'aurais tendance à vous parler davantage, moi, des défaites, ce qu'on met moins sur le CV, ce qu'on met moins en avant, et pourtant, que vous sachiez d'entrée de jeu, la prise de parole en public, plus on s'y essaie, plus on fait des concours, plus on a de chance inévitablement d'avoir des déceptions, des désillusions, des déconvenues. Lorsqu'on perd un concours, c'est toujours blessant pour soi, pour l'ego. Mais retenez bien que ce qui compte véritablement quand vous faites la démarche de faire un concours, que ce soit au lycée ou demain quand vous serez en école de commerce, école d'ingénieur, peu importe, les concours d'éloquence sont ouverts à tout le monde. Lors des défaites, on apprend beaucoup plus que des victoires. La remise en question et le doute, la petite musicalité de la déception peut amener véritablement une chance de se remettre en question et donc de progresser. Les victoires sont en général des caresses éphémères sur l'ego, mais ça a tendance à se dire bon bah c'est que je suis bon et le problème avec la prise de parole en public commence lorsqu'on pense qu'on est trop bon. Généralement, ça donne des candidats un but d'eux-mêmes. Il y en a beaucoup dans le microcosme de l'éloquence et qui pensent que ça ne nécessite plus de travail alors que c'est un travail continu. Donc oui, j'ai gagné quelques concours, j'en ai perdu beaucoup d'autres. Dans ces concours que j'ai perdus, c'était aussi le retour des jurés qui faisaient du bien, les critiques que l'on vous fait. Et puis, au passage, bon, bah, j'ai fait, moi, des études de droit. Si pendant les questions, si vous avez des questions, vous voulez poser des questions sur même les études de droit ou autres, je suis preneur. Mais voilà, je voulais vous dire, en préambule, à quel point cet exercice est singulier. Il est pour moi, il le sera pour vous, parce que il manque la matière. Montaigne disait déjà que la parole, c'est pas un exercice solitaire, c'est pas, pour reprendre les mots d'un professeur, c'est pas une masturbation,
c'est faire l'amour, véritablement. Et faire l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se fait en général de manière solo. Il faut être au moins deux. Pour le coup, la parole, c'est 50% de celui qui parle et 50% de l'auditoire. Donc, il me manque la matière. Et c'est si vrai que lorsque vous prenez la parole, vous avez des indices sur ce qui se passe en face de vous. Un rire, même un éternuement, le regard des gens. Là, je vous vois, mais en petit, j'ai l'impression de faire un truc Warcraft en gaming. On ne sait pas trop ce que ça donne. Donc, vous n'avez pas le feedback, comme disent les anglo-saxons. Vous n'avez pas de feedback. Or, ce qui va faire le charme d'une prestation, c'est évidemment ce que vous aurez préparé, le cas échéant, sur un sujet quel qu'il soit, sur un exposé ou sur une intervention. Mais c'est aussi ce qui va se passer là tout de suite maintenant, ça va être la création. Jacques Charpentier, qui était un très très grand orateur, qui a écrit un bouquin sur l'éloquence, ceux qui seront intéressés, je vous ferai une petite bibliographie, disait c'est une création où ce n'est rien que l'éloquence, que la prise de parole en public. Si vous regardez les concours, il arrive très souvent que des candidats se trompent d'exercice et pensent qu'être bon à l'oral, c'est venir et restituer de manière quasi mécanique, quasiment du par cœur ou de la lecture, ce qu'ils ont prémédité 5 jours avant, 4 jours avant ou 3 jours avant. Et donc, ils se coupent de l'essentiel du public. J'aurai l'occasion d'y revenir en vous expliquant comment est-ce que, selon moi, il faut préparer une intervention. Faut-il écrire intégralement son discours ou pas? Faut-il préférer plutôt un plan? Faut-il apprendre par cœur, qui est une hérésie absolue? Il y a plusieurs méthodes dont on pourra parler. Au passage, d'ailleurs, comme je l'ai dit à notre cher ami, je peux lui envoyer, qui vous enverra ensuite. J'avais fait à l'occasion d'une formation à la Sorbonne, la faculté, une brochure reprenant les éléments essentiels du discours. Parce que là, bon, on est en face, j'ai envie de dire on est ensemble, mais je mets des guillemets avec ce ensemble. L'attention peut se diluer à un moment donné. Donc, c'est bien d'avoir un support écrit qui reprend la plupart des idées que j'aurais développées aujourd'hui et vous aurez tout le loisir de le regarder si cela vous intéresse. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'on s'entende un petit peu avant de traiter le fond de quoi on parle. Une formation sur la prise de parole en public, sur l'éloquence, sur l'oratoire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses à la fois. Il y a l'éloquence, il y a l'art oratoire et il y a la rhétorique. Les trois choses concourent d'un même enseignement, mais sont trois matières sensiblement différentes. Pour la simple et bonne raison que la rhétorique, comme on le dit souvent, c'est essentiellement tourné vers des techniques d'argumentation. Il y a des dictionnaires de rhétorique, il y a des manuels de rhétorique, il y a des professeurs de rhétorique. Donc la rhétorique tient vraiment à comment argumenter, comment trouver un argument plus fort que celui de l'adversaire, etc. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas indispensable. Les gens qui veulent faire trop de rhétorique, en général, sont foncièrement fastidieux, longs et chiants. Mais un peu de rhétorique dans un discours, ça fait toujours bon effet. Par exemple, quand on va vous parler d'une allitération ou d'une répétition, il y a des façons de faire. Et la rhétorique est présente de partout. Dans les médias, chez les politiques, on a tous en tête la fameuse répétition de François Hollande, moi président, moi président, moi président. Il y a d'innombrables exemples. La rhétorique aide à trouver des formules qui marquent. Je reviendrai sur l'importance des formules un peu plus loin dans la présentation. Donc ça, c'est la rhétorique, technicité du discours. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'art oratoire. L'art oratoire va se concentrer un petit peu plus, si on veut séparer les choses, si on veut comprendre les concepts. L'art oratoire va se distinguer, il va porter un peu plus sur le corps même de l'orateur. Comment se placer dans un discours, comment placer sa voix, comment placer sa gestuelle, comment varier les tons, les rythmes, etc. Puisque un bon discours, s'il se nourrit un peu de rhétorique, il se nourrit aussi et surtout de beaucoup de musicalité. Cette musicalité va faire partie de l'enseignement que l'on donne dans l'art oratoire. On va prendre un candidat, une candidate, lui expliquer, ne commence pas trop haut, ne commence pas trop bas, évite d'être monotone tout le long de ton discours. Tout ça a trait à l'art oratoire. Souvent, quand j'ai des étudiants qui me sollicitent,
quand je fais des formations notamment, que ce soit en entreprise ou dans des facs, j'aime bien filmer les gens. Leur première intervention, on les filme, et puis ensuite, on les reprend, on dit voilà, tu vois, le placement des jambes, comme ceci, comme cela, ça, vous expliquerai les techniques de l'art oratoire. Et ensuite, il y a l'éloquence. Donc, ces trois-là concourent du même but, de devenir un bon orateur, mais l'éloquence, si elle intègre la rhétorique et l'art oratoire, elle les dépasse. L'éloquence, c'est encore autre chose, c'est ce qu'on vise. L'éloquence, c'est un moment. Et parfois, on peut être très éloquent sans la moindre rhétorique et sans le moindre effet oratoire. Dans une cour d'assises, par exemple, lors d'un procès pénal, si une mère vient témoigner pour son fils, elle n'a jamais fait de rhétorique, elle n'a jamais fait d'art oratoire, elle va être touchante, son discours va être poignant, on va vivre un moment d'éloquence. Donc l'éloquence, c'est aussi l'art oratoire et la rhétorique, mais ça peut la dépasser de très très loin. Ce qu'on entend souvent à tort, c'est de dire que d'être bon à l'oral, c'est là, on entend souvent les gens, bah, lui il est doué. On entend parfois que l'éloquence n'est qu'une question de talent. Inversement, on entend parfois que l'art oratoire, l'éloquence n'est qu'une question de travail. Donc, puisqu'on est au stade de la définition des termes, que l'on s'entende aussi sur ça, l'éloquence, être bon orateur, ce n'est pas une question, du moins pas uniquement, une question de talent. Certains naissent avec des facilités, c'est indéniable. Certains naissent et grandissent avec un certain charisme, une prestance, une aura. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La Constitution a eu la bonne idée de préciser en droit. Parce que c'est vrai que sinon, on n'est pas foncièrement égaux. Il m'est arrivé d'écouter des orateurs pendant 2 à 3 heures dans les tribunaux, sans me lasser une seule seconde, parce que c'était presque de la magie ce qu'ils faisaient avec les mots et avec l'émotion. Et puis d'autres, au bout de 25 minutes, vous avez envie de vous pendre. Ça arrive, il y a des inégalités de prestance, de charisme, etc. Mais le talent seul ne suffit absolument pas. Quand je parle à des footeux, souvent je dis le Ben Arfa de l'éloquence. Vous voyez, il y a des joueurs de foot qui ont un talent inné, mais qui sans travail ne deviennent pas grand-chose. En éloquence, il y a cela. Être bon, être naturellement doué, c'est bien, mais il faut un travail réel sur soi pour pouvoir vraiment devenir, être meilleur. Tout ce qui est exquis mûrit lentement, disait Schopenhauer, c'est un travail de patience. Alors qu'on s'entende d'ailleurs sur qu'est-ce que ça veut dire travailler. Comment est-ce qu'on travaille l'art oratoire? Alors, la méthode, la partie émergée de l'iceberg, c'est celle que vous allez faire incessamment sous peu pour ce concours, c'est celle que vous aurez certainement l'occasion de refaire en s'entraînant, en faisant des concours. Tout cela est vrai. Mais l'essence même et l'essentiel du travail pour être véritablement bon devant un auditoire, ce n'est pas seulement lorsque vous passez dans cet auditoire. Ce n'est même pas une semaine avant, quand vous préparez un discours. Vouloir devenir bon à l'oral, ça nécessite d'avoir un travail un peu quotidien, un peu journalier, tous les jours de votre vie, trouver un moyen de vous familiariser avec les mots, avec la langue, avec le français, avec le verbe. Vous pouvez aller écouter des conférences sur l'oratoire et vous verrez des gens qui vous disent il faut placer la main comme ça, il faut positionner ses jambes comme ça. Mais le verbe, c'est l'outil premier, essentiel d'un orateur lorsque vous prenez la parole. Alors je sais que dans notre génération, je dis la nôtre, même si on n'est pas tout à fait de la même, mais on va dire qu'on est dans la même société et à peu près les mêmes années, les louanges ne sont plus à la langue. On ne fait plus grand cas de l'importance des mots. Tout va vite, on tweet, on fait des stories, tout est numérisé, et même les conférences se font via ordinateur dans certaines circonstances. En fait, le problème, c'est qu'on oublie l'importance des mots.
Et si vous regardez bien, la grande différence entre les gens quand ils parlent, quand ils s'expriment, quelle est la fluidité de leur discours? Quelle est la justesse du mot? Quelle est la justesse du trait? Vous pouvez aller voir chez les politiques, chez les journalistes, ou dans les tribunaux, chez les avocats, chez les chefs d'entreprise. Ce qui va distinguer un orateur d'un autre, c'est que l'un va chercher ses mots, mettre des mots familiers qui font mal à l'oreille, alors que l'autre va avoir le souci du mot juste. Il ne s'agit pas de prendre un français d'académicien que personne ne comprend, mais avoir le mot juste. Lorsque j'avais à peu près 19 ans, j'avais un orateur immense qui me plaisait énormément. Je regardais ses vidéos YouTube. J'étais devenu une véritable groupie. Il m'a été donné l'occasion d'aller le voir en face lors d'une intervention qu'il faisait. Et je suis allé le voir à la fin de son intervention. Et je lui ai demandé, j'aimerais devenir comme vous. Il m'a dit, ça c'est un peu trop ambitieux. Je lui ai dit, mais alors comment devenir au moins un bon orateur? Donnez-moi un manuel, un livre que vous me conseillez pour progresser à l'oral. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il me donne un manuel de rhétorique, d'art oratoire, comment placer mon bras, ma voix, mon déhanché, mon regard. Il m'a dit, jeune homme, achetez-vous un dictionnaire. Sur le moment, je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que je vais faire d'un dictionnaire? Et en fait, avec le temps, j'ai compris simplement que je pourrais m'entraîner des heures, des jours, faire 1000 concours si je n'avais pas le sens des mots, la justesse du mot. Parce que être bon à l'oral, c'est de toucher juste. C'est de défendre une idée avec sa complexité, ses nuances, parce que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et le but de l'orateur, c'est de réussir à mettre le doigt, le mot, sur ce qui va provoquer l'intérêt d'un auditoire. Et parfois, ça tient juste à des nuances de mots. Dire, voyez, mesdames, messieurs les juges, je ne vous parle pas d'acharnement, je vous parlais d'abnégation. Moi, j'ai gagné des concours rien qu'avec les mots. Pour la simple bonne raison que lorsque je recevais mon sujet, la première chose que j'allais voir, c'était les dictionnaires. Et je découvrais à la fois l'étymologie du mot, le sens du mot, et parfois, je me rendais compte que tout bêtement, avec la définition des mots, j'avais ma réponse. Exemple que je peux vous donner, j'avais eu à traiter 2 fois en plus ce sujet-là, dans le cadre de 2 concours différents. Le talent est-il une injustice? Le fait que certains aient du talent et que d'autres n'aient pas de talent, est-ce une injustice? Vous voyez, on parlait de talent et d'éloquence. Et en travaillant un petit peu les mots, j'avais anticipé ce qui allait se passer lors du concours, à savoir que mon adversaire se tromperait dans le sens des mots et qui expliquerait pendant 10 minutes de discours que le talent, c'est une inégalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors j'ai commencé mon discours en le disant, mesdames, messieurs les juges, pendant 10 longues minutes, mon contradicteur vous a expliqué que certains ont du talent, que certains n'en ont pas. Que donc certains sont meilleurs que d'autres. Qu'un homme est plus fort qu'un autre, chante mieux qu'un autre, est plus éloquent qu'un autre. Il vous a montré qu'un segment A est plus petit que le segment B. Donc mathématiquement, ce que vous a prouvé mon contradicteur, ça s'appelle une inégalité. Or, le sujet était de savoir si le talent est ou non une injustice. Or, cher contradicteur, à la page 1595 du dictionnaire, vous verrez qu'il ne s'agit pas de la même chose. Et vous voyez, avec les mots, on peut aller extrêmement loin. Autre sujet, j'avais eu la fuite est-elle salvatrice? En regardant la définition de la fuite, on s'enfuit pour avoir une chance d'être conservé, pour s'en sortir, et salvateur, ce qui nous sauve. Donc la définition d'un mot était le résultat de l'autre, et j'avais déjà mon sujet. Je vous donne ces exemples-là pour vous faire comprendre à quel point les mots sont importants. Et on perd, à l'heure actuelle, le sens des mots. Or, comment est-ce qu'on est bon à l'oral? Avec une pensée pertinente, avec une pensée qui touche juste. Mais il n'y a pas de pensée sans les mots. Parce que quand on pense, quand vous pensez, demain vous recevez un sujet, l'amour est-il une chance? Exemple typique. Vous allez penser votre sujet, seul chez vous, devant votre ordinateur, devant votre télé, sur votre siège de gamer ou dans votre canapé. Comment vous allez penser? Avec des mots.
La pensée silencieuse, c'est rien d'autre que des mots. Or, plus vous avez un champ lexical limité, plus votre pensée est forcément limitée. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Clément Rosset qui a écrit un petit livre qui s'appelle Le choix des mots. Ça a été une révélation quand je l'ai lu parce que j'ai compris que parfois j'avais l'impression d'avoir une idée, mais ce n'était pas une idée que j'avais, c'était une intuition. Or, l'intuition ne sert à rien. Tant qu'elle n'a pas trouvé les mots pour le dire, elle n'est rien. Et quand j'ai commencé à fréquenter les dictionnaires, au début, je me disais, mais c'est étrange comme travail, c'est fastidieux, est-ce que ça va vraiment servir? Ça a changé ma façon d'être à l'aise à l'oral. Parce que, notamment la peur, sur laquelle je reviendrai, elle diminue lorsque vous êtes un petit peu sûr de vos moyens de langage. 9 candidats sur 10 écrivent intégralement le discours et se privent donc de la beauté du verbe un petit peu improvisé. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans leurs moyens de langage, de vocabulaire. Alors c'est simple, il ne s'agit pas de travailler son français du matin au soir, mais prenez rendez-vous avec vous-même une fois par semaine, 2 fois par semaine. Les plus grands orateurs expliquent que si vous voulez devenir bon avec le verbe à l'oral, 2 choses, au moins 2 choses. Les mots, donc les dictionnaires, et la deuxième va vous sembler totalement ubuesque, la poésie. Alors moi, j'ai pu voir les effets que ça fait sur beaucoup d'élèves, des étudiants que vous prenez en septembre, que vous voyez en juillet. Trouve un moment, allez, une demi-heure, 30 minutes de poésie par semaine. C'est pas demander grand-chose. Il y en a qui s'astreignent ça le matin et le soir. Moi, je sais que pendant, là, ça fait L1, pendant quasiment 4 ans, 5 ans, tous les jours, tous les mots que je ne connaissais pas, que je découvrais à l'occasion d'une lecture, en travaillant mes exercices pour la fac, je découvrais tous les jours des mots, soit dont je ne connaissais pas du tout la définition, soit dont j'étais plus sûr de la définition. Et j'avais un petit calepin avec moi, toujours avec moi, où je mettais mes mots. Alors on peut être plus moderne que moi et le faire sur le téléphone, dans Notes. Maintenant j'ai ça. Dès que je découvre un mot, j'ai l'application avec le dictionnaire, je screen le mot, je lis le mot. Et je vous jure, c'est un bonheur sans pareil de découvrir un mot. On se sent puissant tout d'un coup. Et on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir le sortir. Et Sacha Guitry, qui était un immense homme de théâtre, disait « Lorsqu'on découvre un mot, on se demande comment on a pu s'en passer jusque-là. » C'est exactement ça. Et vous verrez. Si vous décidez de vous contenter d'un vocabulaire moyen, sans travailler jamais, vous dire que connaître 300 ou 400 ou 500 mots, onomatopées compris, ça suffit, eh bien, vous aurez toujours un langage moyen et donc vous ne serez jamais un très bon orateur. Si vous décidez, sans que ça devienne un poids dans votre vie, mais de vous refamiliariser avec les mots. Parce que le langage, lorsqu'on parle d'éloquence, si je vous demande à vous, qu'est-ce que c'est le langage? Qu'est-ce que sont les mots? Vous allez me dire un moyen de communiquer, de communication. J'ai faim, j'ai soif, passe-moi le sel. Ça, c'est des mots qui communiquent. Mais les mots de l'orateur, pour être bon à l'oral, ça ne doit pas seulement être des mots qui communiquent une information. Ça doit être des mots qui font naître quelque chose dans l'esprit ou dans le cœur de votre auditeur. Et ça, ce n'est pas possible avec un vocabulaire moyen. Donc la poésie vous donne la mélodie des mots, elle vous donne la facilité de la métaphore. Rien n'est plus efficace pour convaincre parfois qu'une métaphore envers votre auditeur. Et les mots. Et si vous découvrez que vous, du mois de septembre, connaissez 50 mots de moins que vous du mois de juin, eh bien en juin, vous serez un meilleur orateur qu'en septembre. Donc, voilà sur le fond, je voulais dire d'entrée de jeu parce que c'est quelque chose de méconnu. Et vous avez une chance, c'est que vous êtes jeune. La jeunesse, c'est le champ des possibles. Quand quelqu'un qui a 45 ans vient me demander des conseils en entreprise pour pouvoir faire progresser quelqu'un, je ne vais pas lui dire monsieur, voilà, quelques années avant la retraite, va commencer à vous familiariser avec le langage. On s'adapte différemment. Mais vous, vous êtes jeune. Vous êtes très jeune. Et donc, c'est vraiment le champ des possibles. Et utiliser ces méthodes-là, de vous familiariser avec les mots, avec la poésie. Ce sont des méthodes que vous n'entendrez pas souvent dans les discours de gens qui font des masterclass d'éloquence. Rarement. Et pourtant, c'est la meilleure méthode. Et même, vous allez vous sentir parfois atypique.
Bizarre. Imaginez, je ne sais pas, un instant où vous demandez à votre pote, il vous dit, vous faites quoi ce soir? Tu dis, j'ai dictionnaire ou j'ai poésie. Vous serez regardé, peut-être même par certains, vous serez moqué. Et c'est d'ailleurs en général l'indication que vous êtes sur la bonne voie, quand vous n'êtes pas dans la masse, quand vous ne faites pas comme tout le monde. Les méthodes un petit peu atypiques, on les critique jusqu'à ce qu'elles marchent. Donc voilà, un conseil comme ça avant toute chose, essayez de vous familiariser avec les mots parce que l'éloquence, parce qu'être bon à l'oral, c'est d'abord et avant tout savoir communiquer une idée avec un verbe plaisant. Vous pouvez être un génie si vous bégayez à outrance lorsque vous exprimez devant un auditoire, eh bien, personne ne vous écoutera. Donc l'importance des mots. Ensuite, autre point très important, la question de savoir est-ce qu'on écrit un discours ou pas quand on doit avoir un concours d'éloquence. Alors si vous regardez des vidéos sur YouTube ou sur Instagram, les vidéos de concours d'éloquence pullulent. Il y en a plein. Et puis, vous allez voir, sur 10 candidats, vous en avez 8 qui ont un sujet et qui se trompent complètement d'exercice. Qui viennent avec une, 2, 3 ou 4, 5 feuilles de papier parfois. Et vous les voyez avant de commencer, ils étalent parfois leurs feuilles comme de la confiture. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, voilà un sujet bien étrange qui m'a été donné il y a quelques jours. Bon, ça, c'est l'antithèse de l'éloquence. Tous ceux qui jouent un rôle sont mauvais. Évidemment que la prise de parole en public a quelques mécanismes théâtralisés parce qu'il y a souvent un auditoire, parce qu'il faut faire porter sa voix et parce que vous êtes souvent habité par ce que vous allez dire. Mais le bon orateur, c'est se rapprocher le plus possible de ce que vous êtes réellement, simplement. Ne faites pas cette erreur grossière d'exagérer. Il n'y a rien de plus catastrophique qu'un candidat théâtral qui, soudainement, ils prennent un ton qui n'est pas le leur, des rythmes qui ne sont pas les leurs, et puis pendant 10 minutes de discours, vous allez avoir une mélodie totalement catastrophique du style nanana 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 nanana. Est-ce que vous connaissez une seule musique qui fait chavirer votre cœur avec une seule note? À part David Guetta, non. Une bonne musique, elle a besoin de variations. Ça commence. Alors la musique classique est un très bon exemple pour l'oreille. Écouter de la musique classique, ça aide à se concentrer, mais ça aide aussi à avoir une idée de ce à quoi doit ressembler un discours. Le début est assez lent, puis vous montez crescendo au fur et à mesure de votre argumentation, et quand vous allez sur la fin, vous redescendez. Ça, je vous le redirai lorsque j'évoquerai le non-verbal. Mais foncièrement, soyez simple. Ne faites pas cette erreur de trop jouer, de surjouer. Les grands professeurs de rhétorique vous disent il faut parler à peu près comme vous parlez à la ville. Alors, en un peu plus sublimé, bien sûr, il faut évidemment faire attention de ne pas sortir des mots trop familiers. Mais là, comme je vous parle là, alors forcément, je suis au niveau de la tonalité un peu au-dessus que si vous étiez à 2 cm de moi, mais je vous parle exactement comme je parle à la ville, comme je parle normalement, que ce soit le vocabulaire ou la façon de parler ou la façon de m'exprimer, c'est 99% proche de ce que je suis tous les jours. Parce que, en fait, être bon à l'oral, c'est être authentique, être simple. Ça fait un peu McDonald's, mais venez comme vous êtes. L'éloquence, c'est ça, c'est être simple. C'est pas surjouer. Venez comme vous êtes. Parlez à vos juges comme si vous aviez quelque chose à leur dire de simple en face. Vous savez, depuis 2-3 ans maintenant, je ne compte plus le nombre de concours que j'ai été amené à juger parce que des associations me font l'amitié de m'inviter. Et alors, vous avez 4-5 candidats et puis vous écoutez leur discours. Et pendant 10 minutes, ils vous parlent avec ces exagérations de ton,
avec ce ton qui n'est pas le leur. Et puis vous leur demandez à la fin, bon, allez, range ton discours, range ton papier, oublie, et je vais te poser une question. Imagine, pense à quelqu'un que tu aimes vraiment, à quelqu'un à qui tu tiens, et dis-toi que le jury qui est là a le droit de te retirer cette personne. Voilà. Tu as 3 minutes, montre en main, pour nous convaincre de ne pas te retirer cette personne à laquelle tu penses. Tu n'es pas obligé de dire au jury à qui tu penses, mais essaie de nous convaincre pourquoi on n'a pas le droit de te retirer cette personne, pourquoi cette personne est si importante pour toi. Et là, sans discours, sans préméditation, eh bien, ils n'ont qu'un seul recours, c'est ce qu'ils sont véritablement, leur être authentique. Et c'est le jour et la nuit. C'est une révélation. Ils sont 1000 fois meilleurs en étant eux-mêmes qu'en étant un personnage construit de toutes pièces. Si vous entendez parfois l'éloquence, c'est du théâtre, c'est la meilleure indication que vous avez que celui qui vous dit ça n'y connaît strictement rien. L'art oratoire, la prise de parole en public, a évidemment des mimétismes avec le théâtre. Et il y a bien des choses qu'on peut apprendre sur la présence scénique, sur le rapport avec l'auditoire, avec le public. Ça, oui. Mais le propre du théâtre, le propre du comédien, c'est de s'effacer totalement pour servir un personnage. Alors que le propre de l'orateur, c'est de mettre son âme, son cœur et ce qu'il est pour servir son idée, une idée. Mais voilà, vous ne serez jamais aussi bon qu'en étant vous-même. Donc, n'allez pas sur le terrain du surjoué. Alors, la question subséquente de celle-ci, c'est est-ce qu'il faut écrire les discours totalement ou pas? Je m'explique. L'art oratoire, comme je vous le disais en préambule, c'est de créer quelque chose avec ceux qui vous écoutent. C'est une création. Avoir un discours qui est intégralement rédigé, comme énormément de candidats, c'est-à-dire que sur vos papiers, vous aurez vos feuilles, vos phrases avec les points, avec les virgules, limite y mettre là, hop, mettre un silence, là, mettre un smiley. Tout est prémédité à la virgule près, et donc vous avez des candidats qui sont pendant 10 minutes en tête à tête avec leurs feuilles. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Ils lisent leurs phrases et puis hop, ils vous jettent un coup d'œil sur l'auditoire, histoire de dire regardez, je vous regarde. Et puis c'est ça pendant 10 minutes, quoi. Le Roland-Garros de l'éloquence. Ça ne s'arrête pas. Mais le problème, c'est que avoir un discours totalement écrit, c'est la meilleure manière de vous couper de l'auditoire. L'auditoire ne fait plus partie de votre création. Et je vous le dis d'expérience, quelqu'un qui lit un discours écrit, on l'écoute 1 minute, 1 minute et demie. Parce qu'après, en général, il va trop vite. Quand on a un discours écrit, on oublie que l'auditoire n'est pas dans notre tête. Et comme c'est mon discours, c'est moi qui l'ai pondu, et ben je pense que c'est clair, mais le mec, il va toujours trop vite. Et quand on écoute quelqu'un, quand vous lisez un bouquin, si vous n'avez pas compris la phrase de la page d'avant, vous pouvez revenir sur la page d'avant. Or, quand vous êtes un orateur et que vous parlez à un public, s'il ne vous a pas compris, s'il ne vous suit pas du début à la fin, il ne peut pas vous dire excusez-moi, répétez. Donc il faut que le rythme de la parole soit adapté au rythme de qui écoute. Or, le rythme de la lecture n'est pas le rythme de celui qui écoute. Imaginez, si je vous faisais là, cette petite conférence, déjà à distance singulière entre vous et moi, si j'étais pendant 45 minutes, 1 heure, en train d'être comme ça, vous seriez en tête à tête avec mon cuir chevelu et il ne se passerait rien entre vous et moi. Alors là, on est par visioconférence, mais le papier, le discours intégralement rédigé, fait que, 1, vous allez trop vite, que 2, vous n'êtes pas dans la création un petit peu avec l'auditoire, et 3, vous vous privez de 2 choses essentielles que je dis tout de suite pour être sûr que ce soit bien dans votre esprit, mais que je redirai tout à l'heure, le regard et le silence. 2 ustensiles dont vous ne pouvez pas vous passer pour être bon à l'oral. Il n'y a rien de pire, comme c'est très souvent le cas dans les concours d'éloquence, que des candidats qui, pendant 5 minutes de discours ou 10 minutes de discours, vous font un truc de Formule 1. Ils commencent, et entre le moment où ils commencent et le moment où ils finissent, il n'y a pas un silence, pas une pause. Ah oui, ils ont leur discours écrit, donc la mécanique du cerveau, elle est simple. J'ai un papier, j'ai des feuilles, j'enchaîne.
Les seuls moments d'accalmie dans leur discours, c'est quand ils ravalent leur salive. Mais ils ne vivent pas leur silence. Quelqu'un qui a un discours écrit, il ne fait pas des silences, il fait des blancs. C'est pas la même chose. Un blanc, c'est gênant, un silence, c'est éloquent. Donc, le papier, le discours intégralement rédigé, c'est la certitude d'être beaucoup moins bon que ce que vous pourriez être sans ça. Parce que, comme je vous le dis, le rythme n'est pas le bon, la création n'est pas la bonne, vous vous privez des silences et vous privez des regards. Lorsque vous ferez des concours où vous aurez à défendre quelque chose, un sujet de mémoire, de thèse, d'exposé devant un jury, quel qu'il soit, si vous avez 4 juges ou 5 juges, eh bien, faites-vous toujours violence pour accorder un regard à chacun d'entre eux. Parce que la force de convaincre quelqu'un, ça passe évidemment par l'idée, par le fond, par les mots, mais aussi par le regard. Les yeux disent énormément de choses, tout comme le silence d'ailleurs. Un grand écrivain qui s'appelle Maurice Maeterlinck a écrit « Lorsque vous voulez vraiment dire quelque chose à quelqu'un de fort, taisez-vous et faites un silence entre vous. » Le silence, c'est extrêmement fort. Parfois, d'ailleurs, quand on a des moments de vie douloureux, on dit « j'ai plus les mots, j'ai pas les mots ». Parce que parfois, c'est presque seul le silence qui peut vraiment crier une douleur ou un amour retrouvé ou une joie ou une connivence. Mais le silence a quelque chose de singulier parce qu'on a l'impression qu'on communique quand même, que l'autre peut voir nos secrets dans le silence. On connaît tous cette scène où on est dans l'ascenseur et il y a quelqu'un d'autre qui rentre. C'est un moment gênant, on ne sait pas tellement pourquoi. Mais c'est gênant. Si pour peu que vous ayez 5 étages à faire à 2 dans un ascenseur, vous allez changer un bonjour. Quel étage? 5e, 8e. Vous avez touché vos clés, vous avez touché votre téléphone. Pourquoi? Parce que le silence, c'est quelque chose de très fort. Et ça crée une intimité, le silence. Et c'est pour ça que c'est gênant l'ascenseur avec la voisine ou le voisin que vous ne connaissez pas. Parce que tout d'un coup, vous êtes intime. Le silence, c'est intime. Eh bien, servez-vous de ces silences pour l'intimité avec l'auditoire, avec l'orateur, et aussi parce que c'est ce qui crée de la musique. Alors que si vous parlez pendant 4 minutes, 5 minutes ou 10 minutes de manière ininterrompue, vous allez juste faire mal aux oreilles aux gens. Alors, je pourrais vous redire comment est-ce qu'on joue avec les silences. Il y a des moments où on doit les placer qui sont plus pertinents que d'autres. Mais voilà pourquoi le discours intégralement rédigé, je déconseille. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Eh bien, très simplement, à partir du moment où vous avez un sujet, vous savez, il y avait un immense avocat qui s'appelait Jacques Izorni. C'était un des meilleurs orateurs que le barreau de Paris et même de France ait connu. Certains disaient, lorsqu'il plaidait, lorsqu'il parlait, c'est de la magie. Un jeune étudiant en droit lui avait demandé, est-ce que je peux venir vous regarder, non pas plaider, mais vous regarder créer votre plaidoirie, faire votre plaidoirie, préparer votre discours. Et maître Jacques Izorni avait répondu à cet étudiant, écoute, il n'y a pas de souci, si tu veux, viens au cabinet, mais c'est si tu as 1 ou 2 heures à tuer parce que tu vas voir un mec tourner autour d'un bureau et mettre parfois quelques phrases sur un bout de papier. Parce qu'on n'écrit pas sa plaidoirie, parce qu'on n'écrit pas son discours. C'est valable pour les avocats, mais c'est valable pour n'importe qui. Ce qu'il faut, c'est avoir un plan extrêmement clair dans votre esprit et sur votre feuille. Si je ne vous connais pas personnellement chacun d'entre vous, mais je me dis qu'il y a forcément des sujets qui vous intéressent, qui vous touchent personnellement. Par exemple, si c'est la peinture, ou la littérature, ou le gaming, ou le foot, mais qu'importe le sujet, on s'en moque. Si je demandais à quelqu'un de me parler un peu du sujet qu'il aime beaucoup, il n'aura pas de mal à m'en parler. Parce que ce qu'il va me dire, c'est dans son esprit, c'est dans son cœur depuis un moment. Lorsque je fais des conférences sur la prise de parole en public, tout au plus, j'ai devant moi un plan, histoire d'avoir un GPS au cas où. Si jamais on digresse, qu'on va faire souvent devant un auditoire, il y a 1000 occasions de faire un hors-piste.
un monsieur qui éternue trop fort, une ventilation qui soudainement arrive, la lumière qui s'éteint, j'ai déjà eu dans une salle avec 70 personnes. Il y a 1000 choses qui peuvent vous déconcentrer ou vous faire sortir de la route. Donc ça, au passage, je vous le dis, quand vous avez des imprévus, servez-vous-en. Ça peut créer une connivence avec votre auditoire. Il y a une vidéo pas mal de Barack Obama. Il fait un discours et il y a une dame derrière qui est enceinte et qui va limite s'évanouir. Barack Obama est dans son discours à fond. Il y a la dame derrière qui commence à balbutier, limite elle tombe, et c'est Barack Obama qui vient pour la rattraper pour pas qu'elle tombe. Et là, il a totalement perdu le fil de son discours, mais alors il a repris tout le monde. Tout le monde était mort de rire, il a capté tout le monde, et après il a joué de cette petite intervention, et vous pouvez être sûr que son discours a été finalement meilleur grâce à cet imprévu. Mais donc, servez-vous des imprévus s'il y a des imprévus. Ne jamais hésiter avec cela. Et donc, pour être serein devant un auditoire, eh bien, il faut en fait que votre sujet, vous le maîtrisiez, tout comme vous maîtrisez ces sujets qui vous plaisent. Pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin d'écrire un discours sur la prise de parole en public ou sur l'éloquence? Parce que je ne l'ai pas préparé là 25 minutes avant. Ce sont des idées qui sont en moi depuis un moment. Bon, bah pareil avec un sujet, même si vous le recevez une semaine avant, le but, c'est que ce soit très clair dans votre esprit. C'est-à-dire que vous savez, quand vous préparez votre intervention, d'où vous partez et où vous allez et comment vous y allez. Je reviendrai sur l'importance des étapes du plan. Mais foncièrement, quand vous recevez un sujet, bah, reprenons celui que j'avais, l'amour est-il une chance? Alors, comment on prépare un sujet? Pire erreur que font les candidats, j'ai mon sujet, il est tombé à 9h du matin sur mon mail, à 9h10, je m'assois et j'attends que la divinité de l'inspiration vienne pondre quelque chose sur ma feuille. Et hop, quelque chose me vient. Alors j'écris. Et quand j'écris ma phrase, franchement, ça me semble pertinent, j'ai l'impression d'être Baudelaire. Tac, une autre phrase me vient, je l'écris, et puis après, je la dis à l'oral et il ne se passe rien. Parce que c'est le mauvais sens. Quand vous avez une intervention à l'oral à préparer, ne passez jamais de l'écrit à l'oral, toujours l'inverse, de l'oral à l'écrit. Vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, s'il n'y a personne, seul, et vous pensez votre sujet. L'amour est-il une chance? Alors, qu'est-ce que l'amour d'abord? Qu'est-ce que l'amour? Et puis, vous allez avoir comme ça, comme je vous disais, Jacques Izorni, là, vous allez avoir une idée qui va venir. Tiens, ça peut être pas mal, à voir. Une autre idée va venir. Vous allez aller voir sur Google, Wikipédia, Chrome, YouTube, d'autres idées vont vous venir. Bon, ça va créer plusieurs idées sur une feuille de papier. Le but, c'est de transformer vos idées en un cheminement argumentatif. L'idée 1, l'idée 2 ou l'idée 3. En général, si vous allez avoir 4 minutes, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'idées parce que si vous balancez 10 minutes, 10 idées en 4 minutes, ça va créer un effet fourre-tout. Vaut mieux 2 idées bien claires, bien développées que 10 idées vues de manière bâclée, comme sur une copie, en dissertation, en philo ou autre. Donc, vous avez des idées qui vont vous venir, il s'agit de les mettre ensuite, de les agencer sur une feuille de papier, là oui, à la feuille de papier, et de faire un plan clair et détaillé, de sorte que lorsque vous allez faire votre intervention, vous aurez votre plan et les idées, elles sont de vous. Elles ne vont pas soudainement disparaître. Donc vous serez devant votre auditoire, votre jury, vous avez votre phrase d'accroche, votre phrase de fin, je reviendrai sur ce qu'on appelle l'exorde et la péroraison en rhétorique. Idée 1, idée 2, idée 3, avec même s'il le faut sur votre feuille, marqué en gros, que vous avez imprimé, que vous avez fait au stylo, un warning pour vous rappeler une idée que vous voulez absolument mettre, une citation, qu'importe. Et donc là, parce que vous avez un plan clair dans votre tête, et parce que vous avez ce même plan clair sur le papier, ça vous rassure, eh bien vous pouvez vous permettre d'être dans l'échange avec votre auditoire. Vous êtes sur votre idée 1. Vous développez. Vous l'avez tellement prémédité et pensé 1 heure pendant 2 heures chez vous que vous êtes à l'aise. Et puis après, pour arriver à l'idée 2, si jamais vous avez un moment d'errance, hop, un petit coup d'œil sur votre feuille, et là, ça peut revenir. La deuxième idée, mesdames, messieurs les juges, que je veux vous développer est la suivante. Je vous ai dit dans une première partie que nanana. Et mais là, vous pouvez être au moins autant avec vos juges qu'avec votre feuillet. Le problème devient
lorsque le candidat est davantage en tête-à-tête avec ses feuilles qu'avec ses juges. Donc, savoir d'où vous partez, où vous allez, quels sont vos arguments. 3 idées extrêmement claires et puis ça va tout seul. Mais je reviendrai sur le plan également. Je vous parlais de la peur tout à l'heure, je veux dire un mot sur la peur. Comment est-ce qu'on minimise un peu la peur? Bon, d'abord qu'il soit dit très vite, lorsque je fais des conférences, souvent, une des questions qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on enlève la peur? Alors, je vais vous le dire très clairement, il ne faut pas enlever la peur. Il n'y a rien de plus bénéfique que la peur. La peur, ce n'est pas un adversaire, c'est un allié pour l'orateur. Pourquoi? Parce que le jour où vous n'aurez plus peur, c'est que vous aurez beaucoup moins le souci de bien faire. Ou alors que vous aurez atteint une telle arrogance qu'il faudra les consulter. Mais la peur, c'est ce qui va vraiment vous dire, est-ce que c'est suffisamment bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux la présenter comme ça ou comme ça? Vous allez penser, douter de votre plan jusqu'à 2 minutes avant de prendre la parole. Mais c'est pas grave, c'est bien. C'est ce qui vous fait dépasser le simple contentement de soi. Et d'ailleurs, au passage, les plus grands orateurs que j'ai connus, que ce soit en lecture ou ceux que j'ai pu voir, étaient toujours morts de peur, même après 40 ans de pratique, à l'idée d'aller prendre la parole devant un auditoire. Sarah Bernhardt, c'était une immense actrice. Et elle donnait des cours de parole en public, de présence scénique, etc. Et une fois, une étudiante lui a dit, parce que Sarah Bernhardt avait parlé de la peur, et de la peur de prendre la parole, l'étudiante avait dit à Sarah Bernhardt, moi, quand je monte sur scène, j'ai pas peur. Et Sarah Bernhardt lui avait répondu, vous inquiétez pas, ça viendra quand vous aurez du talent. Il n'y a pas d'orateur talentueux qui n'a pas peur. Et cette peur-là, elle vous stimule. Et cette peur-là, elle vous fait vous dépasser. Et en général, vous verrez, quand vous aurez l'occasion de prendre la parole, cette peur-là, elle vous prend par la main avant de parler, un petit peu au début, et puis après, une fois que vous êtes dedans, ça s'estompe complètement. C'est vraiment la théorie de l'eau froide, quoi, de la piscine. Au début, on se dit, mais c'est glacé, puis on rentre dedans, on n'a plus envie de sortir. Sachez que la peur n'est pas un problème. Sachez que la peur, alors parfois, quand ça devient totalement paralysie, c'est un autre problème, mais la peur globale de la moyenne sur les centaines et les centaines de gens avec qui j'ai traité l'éloquence, c'est une peur rationnelle, normale et féconde et importante de la garder. Quelques types, juste pour la diminuer, pour pas qu'elle vous pose problème, lorsque vous allez prendre la parole, n'hésitez jamais, avant de parler, à respirer, mais profondément. Si entre le moment où on vous donne la parole et le moment où vous la prenez, vous n'avez pas pris d'inspiration, vous allez très vite à bout de souffle et le manque de souffle va vous faire encore plus paniquer. Vous allez avoir la bouche pâteuse. Bref, c'est l'effet domino et ça va mal finir. Donc, entre le moment où on vous donne la parole, monsieur, la parole est à vous. Il y a toujours un petit battement de 20 secondes, 30 secondes, mais assez pour. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, Mesdames, Messieurs, cher public, vous voyez, il faut un petit battement pour pouvoir avant de prendre la parole, que vous puissiez respirer. Ça envoie comme un message à votre cerveau, calme-toi, ça va, calme. Autre chose, le contact avec la matière. Comment se rassurer? Ayez du contact avec la matière. Je m'explique. Alors, il y a parfois des profs, j'ai vu ça, qui conseillent de parler avec quelque chose dans la main, notamment un stylo. Il est vrai que avoir quelque chose dans la main, le stress va être communiqué à l'objet et donc on a l'impression que ça apaise un peu. Mais d'expérience, je peux vous dire que c'est la pire erreur, pour la simple et bonne raison que pendant votre discours, vous allez oublier l'objet. Vous concentrant sur ce que vous avez à dire et sur votre public, vous allez oublier ça. Et ça ne rate jamais. Au bout de 2 minutes, vous avez des candidats qui, ayant oublié leur stylo, font mumuse avec le stylo, d'une main à l'autre, qui font ça, 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 ça. J'ai même eu une candidate il n'y a pas longtemps, juste avant le confinement, juger un concours. Quelqu'un avait dû lui dire de prendre un stylo. Au bout d'1 minute de concours, elle nous a fait ça.
Et donc, elle a plaidé pendant 7 minutes avec le stylo. Je regardais que le stylo. J'étais là en suspense du stylo. Est-ce qu'il va tomber? Bon, il ne faut pas donner à votre auditoire ou à votre jury l'occasion de se concentrer sur autre chose que vous allez raconter. Et ça, c'est le meilleur divertissement possible. On devient comme un chiot. On regarde que ça. Donc, évitez ça. En revanche, lorsque vous allez parler, vous avez soit un pupitre, soit un bureau devant vous. Moi, ce que je fais toujours, n'hésitez pas, avant de parler, vous levez et vous mettez votre main sans être avachi sur une table, mais un contact avec une table, avec ce que vous avez devant vous. Si c'est une chaise, un petit contact au début. Le contact avec la matière rassure un petit peu, toujours. Et d'ailleurs, si vous allez voir chez les avocats, souvent prennent le pupitre, ils ont les mains par rapport au pupitre, ils prennent le pupitre. Pourquoi? Parce qu'au début, ça rassure. Et après, naturellement, vous verrez que vous allez le lâcher et que la gestuelle deviendra la suite logique, le prolongement de votre verbe. Mais donc, évitez absolument le stylo. Et autre conseil, la position des jambes sert énormément à canaliser votre peur ou du moins à ce qu'elle ne soit pas trop visible. Pourquoi? Alors là, je suis assis, donc ça va être compliqué de vous expliquer, mais il faut avoir une position au niveau des jambes qui fait que vous êtes bien ancré au sol et stable. Si vous commencez à plaider, à parler les jambes croisées de la sorte, donc ça, c'est mes jambes, vous savez, il y a souvent des candidats avant de parler, si vous avez les pieds trop près l'un de l'autre, ou les pieds croisés, ou quoi que ce soit, le stress va faire que ça tremblote, que ça gesticule. Et sans vous en rendre compte, encore une fois, vous allez trembloter. Un candidat va mettre un pied là, puis il va mettre le pied comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Il y a des candidats sans s'en rendre compte parce qu'ils ont peur et qu'ils ne sont pas bien ancrés au sol, ils finissent en moonwalk. Ça va comme ça parle comme ça repart, ça revient, ça marche dans tous les sens. Et là, pareil, l'auditoire se concentre davantage sur votre façon d'osciller de droite à gauche comme une pendule, plutôt que ce que vous dites. Donc, au niveau des jambes, faites en sorte qu'elles soient bien ancrées au sol. Comment on ancre bien? Avec un espace, en fait. Et ça, disons que c'est un pied, là c'est un autre pied. Donc, pas comme ça, à distance raisonnable. Pas que ce soit en position chasse-neige non plus. Il faut que ce soit une distance raisonnable qui fait que vous êtes bien ancré au sol. Pour ceux qui se connaissent, CR7, quand il va tirer un coup franc, vous voyez un peu l'idée, c'est ça, c'est d'être bien ancré au sol. Un professeur de rhétorique m'avait dit quand j'étais en première année de droit, pour la position, si tu veux t'entraîner, tu prends le métro, tu te mets entre deux rames et tu touches à rien. Juste avec le positionnement de tes jambes, bien ancré au sol. Si quand le métro il arrive à la station, tu tombes, tu as perdu. Si tu tiens, c'est que tu étais bien ancré au sol. Et je vous jure que c'est très simple lorsque vous prenez la parole devant votre auditoire. Donc, c'est 3 choses. D'abord, je respire un vrai coup. J'ai un contact, quel qu'il soit, avec la matière, mais pas avec quelque chose qui peut me distraire et distraire mon auditoire pendant que je parle. Donc, plutôt le bureau qui est devant vous, la chaise qui est devant vous. Et je suis bien ancré au sol. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des mains? Alors, parfois, je vois des gens, quand ils me parlent, ils ont les mains là. C'est extrêmement perturbant. Inversement, d'autres sont abachis sur le bureau, c'est pas bon non plus. Parce qu'il faut qu'il y ait une vraie liberté dans votre respiration et dans votre voix. Donc, ce qu'on peut faire, en général, ce que je conseille aux gens, c'est de débuter les mains fermées, juste histoire que ça ne parte pas dans tous les sens, parce que quand on a peur, comme je disais, en fait, ce sont des gestes qu'on ne fait pas attention quand on parle à l'auditoire. Eh bien, on va voir des choses, et c'est quand je filme les candidats, je leur dis, vous savez que vous avez mis la main dans la poche? Ils disent, ah bon? Ah oui, vous avez mis la main dans la poche. Vous savez que vous avez mis une jambe derrière comme si vous alliez faire pipi? Ah bon? Bah oui. Et ces trucs, c'est des mécanismes dont on ne fait plus attention parce qu'on a peur, comme le stylo. Donc, il faut éviter ça. Donc, la main là, et puis vous verrez, au fur et à mesure de votre discours, vos mains seront le prolongement naturel de votre parole. Et sauf à avoir des travers d'Italiens ou de vendeurs de tapis du sentier, vos mains ne seront pas parasites. Certains, il faut faire moi j'ai des élèves où vraiment il fallait faire un vrai travail parce que ça partait, mais alors dans tous les sens au niveau des mains. Donc, il faut rester quand même convenable, avoir une gestuelle qui n'est pas dérangeante à outre mesure. Mais quand vous parlez dans la vie de tous les jours, vous vous rendez vite compte que même sans être un Italien singulier, les mains font partie de la parole. Donc, maintenant, je vais vous expliquer, une fois qu'on a parlé donc, de la peur qui a évincé, puis vous pouvez me poser des questions dessus, il n'y a pas de problème.
je vais vous parler du non-verbal, je vais reprendre les quelques points, le silence, le regard, etc. Et notamment cette fameuse question du discours, qu'est-ce qu'on écrit comme plan? Alors, il n'y a pas de vérité absolue, mais il y a des méthodes qui marchent, qui fonctionnent très bien pour tout type de discours. En l'occurrence, cela on le tient depuis fort longtemps. De toute façon, l'éloquence n'est vraiment pas un sujet moderne. Déjà, les sophistes débattaient énormément de ce sujet-là. Il y avait des affrontements extrêmement intéressants à voir d'un point de vue intellectuel, notamment les sophistes qui prétendaient que tout le monde peut devenir orateur, Isocrate qui soutenait que non, c'était une question de talent et d'inné, si les dieux avaient veillé à ce que vous soyez bon. L'éloquence, véritablement, lorsque je fais des travaux et des recherches sur le sujet, les plus beaux bouquins, vous ne les trouvez pas en librairie, encore que depuis récemment, comme il y a un relan d'intérêt pour cette matière, ça publie un petit peu plus, mais les vrais beaux bouquins, ils sont dans les archives de la BNF, Bibliothèque nationale de France. Bref, c'est un sujet fort ancien. Ce plan-là, il est vrai depuis la Grèce antique et il marche toujours à l'heure actuelle quand vous avez affaire à des sujets, alors comme vous aurez vous, par exemple, sur un type sujet d'éloquence. Donc, le début, c'est ce qu'on appelle l'exorde, que vous pouvez appeler aussi l'introduction. Mais l'exorde vise quelque chose de plus précis. Il s'agit de trouver une accroche agréable. C'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas être trop scolaire lorsque vous présenterez votre intervention. Souvent, lorsque je suis amené à juger des concours d'éloquence, notamment en licence de droit, en première année, en deuxième année ou en troisième année, notamment par des formations universitaires, on nous apprend tellement à faire des plans, alors notamment en droit, c'est peut-être un peu moins bon en école de commerce chez les ingénieurs, etc., mais en droit, on vous martèle qu'il faut penser en deux parties et deux sous-parties. Et donc, vous avez des candidats qui vous disent « Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, dans un premier temps, je développerai l'idée selon laquelle avant d'envisager dans un second temps Bon, quand ça commence comme ça, on va se dire c'est propre, peut-être, mais le but, c'est pas d'être monsieur propre quand on fait de l'éloquence, c'est de toucher un auditoire. Donc, il ne faut pas que ça ait un ton trop scolaire. L'annonce de plan, pour une disserte ou pour un commentaire de texte, oui. Pour une intervention à l'oral, c'est déconseillé. Il faut être clair dans votre argumentation, bien sûr. Mais si vous avez besoin d'expliquer comment vous allez procéder ou qu'à la fin vous répétez voilà comment j'ai procédé, c'est que vous n'avez pas été si clair que ça. Un discours qui est véritablement clair dans votre esprit et sur votre plan, normalement, va être assez visible pour votre auditoire. Et vous pouvez tricher un petit peu, c'est-à-dire que moi, je n'hésite pas lorsque je n'ai pas de lien logique entre deux idées. Si vous avez un lien logique entre deux idées, eh bien, profitez-en, faites découler votre pensée pour votre auditoire, tant mieux. Mais parfois, on n'a pas de lien logique entre un argument 1 et un argument 2. Pour reprendre le sujet, pour que ce soit un peu concret pour vous, l'exemple du début que je donnais, le talent est-il une injustice? Mon idée 1, c'était de montrer que le talent, c'est une inégalité entre les hommes, mais que l'inégalité n'est pas la même chose qu'une injustice. Donc, mon argument 1, finalement, c'était un argument de langage, de vocabulaire, de définition des mots. Mon deuxième argument, c'était que le propre du talent, c'est de servir aux autres, et pas uniquement à celui qui en est le porteur. Un talent pour soi tout seul, ça sert à rien. Mozart, c'était pas dans sa seule chambre, oh, je suis un génie, je suis virtuose. Non, le propre du talent, c'est que ça va servir aux autres. Un grand chirurgien de talent va soigner les autres. Un grand orateur va servir, faire vibrer les autres. Un grand avocat va défendre les autres. Bref, le propre du talent, c'est que ça sert soi, mais aussi les autres, et que donc, si inégalité il y a une forme d'équité dans le talent, et c'était mon deuxième argument. Bon, ben, vous voyez bien qu'entre ces deux-là, il n'y a pas de lien super logique. Ben, c'est pas grave. Quand j'ai terminé mon argument 1, je l'ai dit. Voilà pour ma première idée. Ensuite, mesdames, messieurs les juges, la deuxième idée qui est la mienne, c'est que c'est pas très sexy, c'est pas très joli, mais au moins c'est clair dans l'esprit de ceux qui m'écoutent. Il faut toujours retenir que ceux qui vous écoutent ne sont pas dans nos têtes. Et parfois des choses qui nous semblent limpides, claires comme de l'eau de roche, ça ressemble
un discours de la ministre du Travail pour d'autres. Ça n'a ni queue ni tête, ça part dans tous les sens. Et il faut que ce soit extrêmement clair pour nous, mais clair pour eux. Donc, ne pas hésiter. On vous reprochera parfois que c'est, oui, peut-être un petit peu trop visible, mais au moins, ça se voit. Et je préfère quelqu'un qui m'explique. En fait, je vous dire, c'est très simple. Hein, quand un jury ou quand un auditoire veut repenser un candidat ou repenser un candidat, il faut que je sois capable de me dire, bon, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et si vous avez un flot ininterrompu d'arguments, sans distinction claire entre les arguments, on va dire, alors, il a dit des trucs bien, mais alors, je serais incapable de t'en redire un. Il faut que ce soit clair. Si un candidat, je peux dire, alors je sais qu'il a dit ça, et qu'il y a eu un autre argument, c'était ça, et bien là, déjà, on a quelque chose de plus clair. Donc, n'hésitez pas, idée 1, idée 2. L'exorde, quant à elle, votre fameuse phrase d'accroche, c'est donc de ne pas être trop scolaire. Prenons un exemple. Un sujet, la faim dans le monde. Alors, vous allez avoir, comme j'ai déjà vu sur ce sujet-là, une candidate qui a commencé en nous disant « Mesdames, Messieurs, c'est un sujet grave. » J'ai envie de te dire, on s'en doutait. Son exorde n'était pas très percutante. L'autre candidat du soir est arrivé, alors je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais il avait commencé comme ceci. Mesdames, Messieurs les juges, par mois ou par an, je ne sais plus, il y a 9 millions de morts. Morts de quoi? Morts de faim. Au moment où je vous parle, là, Mesdames, Messieurs les juges, puisqu'il y a déjà 7 secondes qui se sont écoulées, quelqu'un dans la rue, ici ou ailleurs, par-delà la Seine, par-delà Paris, est mort, Monsieur le Président. Il est mort dans l'indifférence la plus absolue. Et c'est ça le sujet de ce soir. Vous voyez, ils ont le même sujet, mais ils l'apportent pas du tout de la même manière. Reprenons, encore une fois, pour que ce soit concret, l'exemple du talent. Le talent est-il une injustice? Bon, j'aurais pu commencer en disant, Mesdames, Messieurs les juges, l'idée première qui est la mienne, c'est que l'inégalité n'est pas la même chose qu'une injustice. Je vais donc vous parler de l'importance des mots. Voilà, j'aurais pu dire ça comme ça. Je n'ai pas fait ça comme ça. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, un immense philosophe qui s'appelait Épictète, que vous connaissez peut-être, avait plusieurs étudiants. Un étudiant est venu le voir et lui a demandé, cher maître, par où faut-il commencer pour acquérir le savoir et la sagesse? Épictète a répondu à cet étudiant, si tu y consens, je te dirai qu'il faut toujours commencer par comprendre le sens des mots. Ici, Mesdames, Messieurs les juges, mon contradicteur n'a pas compris le sens des mots. Vous voyez, c'est une façon d'amener l'exemple, c'est ce qui doit séduire un petit peu. Alors, pas besoin que ce soit une citation ou quelque chose d'académicien, mais essayez de trouver toujours un moyen d'amener votre sujet, d'amener votre idée, d'amener votre argumentaire de manière un petit peu séduisante. Une phrase qui marque, une phrase qui touche. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un procès et un avocat a commencé sa plaidoirie. Alors, c'était un dossier, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'était un dossier où, franchement, ce n'était pas très solide. Vous savez, en France, c'est le rôle du procureur de la République de prouver la culpabilité d'un accusé. Il doit, le procureur, le ministère public, prouver qu'un tel a tué un tel. Il faut des preuves. Bon. Et là, on avait affaire à un dossier qui était un petit peu bancal. L'avocat de la défense a commencé comme ça. Mesdames, Messieurs, j'ai écouté avec attention le procureur. Ce dossier, c'est le royaume des hypothèses. Et si il était rentré à cette heure-ci? Et si, et si, et si? Voilà ce que vous a servi le procureur. Et si, et si, et si? Avec des si, on refait le monde, monsieur le procureur. Première phrase, il annonce la couleur. C'est un dossier, c'est le royaume des hypothèses. Vous n'avez rien de solide. Donc, c'est pour vous donner une illustration. Toujours essayer, dans l'exorde, de trouver quelque chose qui frappe, qui intrigue. Alors, l'exorde, je vais marcher par symétrie, ça c'est le début, et la fin, c'est ce qu'on appelle la péroraison, la fin de votre intervention. Elles ont un point commun. Il faut faire en sorte
que ce soit quelque chose qui marque, et bien pour ça, il y a quelque chose de simple, les formules. Il faut trouver des formules. Alors là, comme je ne veux pas m'éterniser, je ne vais pas rester très longtemps mais sur ce point, mais dans la brochure que vous aurez l'occasion de prendre si vous le souhaitez, parce que je l'enverrai à votre camarade, c'est beaucoup plus détaillé. C'est assez simple de construire des formules qui touchent, qui marquent. Comment? Eh bien, ça reprend un petit peu ce que je vous disais en début d'intervention. Pourquoi est-ce qu'il faut lire les poètes et les mots? Eh bien, parce que plus vous maîtrisez la langue, meilleur vous êtes en formule. Moi, j'ai gagné des concours d'éloquence avec des formules. C'est-à-dire que, dites-vous qu'il y a certains concours où j'ai revu les gens qui m'ont jugé 2 ou 3 ans après, ils ne se souvenaient ni de mon prénom, ni du sujet, mais ils se souvenaient des formules. Et c'est vrai en éloquence, mais c'est vrai partout. Regardez autour de nous, en communication, en politique, en publicité. De quoi qu'est-ce qui marque? Les formules. Les formules, les formules, les formules. La France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Jacques Chirac qui dit à François Mitterrand ce soir, c'est pas un Premier ministre et un président, ce sont 2 candidats. Et Mitterrand qui lui répond, oui, vous avez raison, monsieur le Premier ministre. Les formules, les formules, les formules. Une campagne politique, la France qui se lève tôt, travailler plus pour gagner plus. Alors celle-ci, elle n'est pas très recherchée, mais elle a bien marché. Trouver des formules. Et bien pour trouver ces formules, c'est simple. Il suffit d'essayer de jouer sur le son des mots, ou les paradoxes, ou les nuances. Prenons un exemple. Je suis sur un sujet quel qu'il soit, et je veux parler du fait qu'il faut travailler beaucoup. Je vais vous parler, par exemple, et je vais vous dire, je n'appelle pas ici l'acharnement, je fais le vœu de l'abnégation. Ou alors, autre exemple, pour vous donner un exemple de son sur les mots, là aussi, c'est un avocat qui finit sa plaidoirie, c'est sa dernière phrase, il faut lâcher une bombe, il faut que les gens retiennent. Il dit au juge, je vous demande beaucoup plus dans votre jugement que la simple justice, je vous demande de la justesse. Jouez avec la sonorité des mots, avec les nuances des mots. Il y a vraiment 1000 exemples possibles. Par exemple, moi, si je devais vous trouver une formule pour l'éloquence, eh bien, je pourrais vous dire, pour résumer mon idée sur la rhétorique, que c'est bien, mais que ça ne fait pas tout. Je peux vous dire, en somme, mesdames, messieurs, la rhétorique, elle est omniprésente, mais elle n'est pas omnipotente. Vous voyez, je prends 2 termes qui ont à la fois une ressemblance et à la fois une dissemblance dans la définition. Donc, jouer avec les sonorités, jouer avec les paradoxes ou les contradictions. Par exemple, la fameuse phrase d'Albert Camus, le clair-obscur, c'est une chose qui marche très bien. Moi, un contradicteur, une fois, m'avait dit, parce que il avait parlé après moi et il avait voulu montrer que je m'étais contredit. Et je lui avais sorti un truc du style, en somme, cher contradicteur, vous ne l'avez pas bien compris, mais j'ai la cohérence du paradoxe. On ne comprend pas très bien, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est pas grave, jolie formule, et un juge m'a dit, alors j'ai adoré. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai adoré. Bref, trouvez un moyen pour votre début et votre fin d'avoir des jolies formules. Quelque chose qui touche, quelque chose qui marque. Moi, par exemple, je vous le dis, quand je fais des interventions sur l'éloquence, alors pas via conférence, mais avec un public, avec un auditoire, où j'ai senti le pouls de la personne pendant 1 heure de parole, je finis avec toujours soit Nicolas Boileau, un poète, soit avec Sacha Guitry. Vous voyez, par exemple, si je dois vous parler d'éloquence, et je vous ai dit soyez authentique, soyez technique, mais pas trop, etc., je pourrais finir avec une phrase de Nicolas Boileau, soyez simple avec A, sublime sans orgueil, agréable sans phare. Voilà, ça typiquement, ça pourrait être une phrase de fin ou de début. Donc, l'importance de ceci. Donc ça, c'est pour l'introduction. La péroraison, donc c'est votre conclusion. Pareil, il faut que ce soit une jolie phrase qui conclut votre propos. Et il faut surtout annoncer. Il faut que l'auditeur sache qu'on est sur la fin. Il n'y a rien de plus problématique en art oratoire que le moment de gêne à la fin de l'intervention d'un candidat. Ça arrive souvent. Vous avez un candidat qui parle et pouf, ça s'arrête. Et on ne sait pas.
Alors on lui demande, vous avez fini? Oui, oui, j'ai fini. Ah ben d'accord, bravo. Et on applaudit. Mais alors là, s'il faut préciser que vous avez terminé, c'est que vous avez mal terminé. Donc il y a deux méthodes simples pour pas que ça vous arrive. La première, c'est d'annoncer à l'intellect de votre auditoire que vous êtes sur la fin, et donc d'annoncer avec une formule simple, enfin, ou pour terminer, ou pour finir. Annoncez que vous êtes sur la fin. Ça permet de voir la structure de votre propos à celui qui vous écoute, et en plus, ça réveille l'attention. Quand vous dites à quelqu'un pour terminer, ceux qui vous écoutez, bah, ils sont encore avec vous, ils disent ah, c'est bientôt fini, dommage, c'était sympa, ils vont vous suivre. Ceux qui vous ont perdu, ils vont entendre pour terminer, ils vont se dire bon, allez, tiens, il termine, allez, voilà ce qu'il va raconter. Ils vont écouter votre dernière phrase. Donc, sur l'intellect, lui dire, et aussi dans le propos. En général, quand vous allez sur la fin de votre discours, à l'instar d'une mélodie de Mozart, il faut que ça s'entende sur le fond comme sur la forme. Quelqu'un qui finit comme ça, on ne sait pas, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini? Non, il faut que votre voix témoigne que c'est la fin. Vous allez terminer votre propos en descendant un petit peu. Merci mesdames, messieurs les juges de m'avoir écouté. Et il faut qu'on retrouve la musique sur le fond comme sur la forme. Donc voilà pour l'introduction. Voilà pour la péroraison. Sur votre argumentation, sur le fond, je ne peux pas vous apporter grand-chose sur le fond d'un discours. Ça dépend de vous, ça dépend de vos lectures, ça dépend de votre culture, ça dépend de vos affinités. Ce que je peux vous dire en revanche, un tout petit mot sur le fond. Puisque j'espère que vous allez faire des concours d'éloquence, que vous allez en voir d'autres, parce que c'est une aventure sublime pour soi, pour sa progression. Vous serez jugé tous les jours demain, dans la vie professionnelle, sur votre aptitude à être à l'aise, convaincant, peu importe le domaine, peu importe la société dans laquelle vous serez jugé en permanence. Et les critères pour savoir si vous allez monter dans une boîte ou pas, souvent, vous pouvez intégrer l'aptitude à être bon à l'oral, ce qu'ils appellent être un leader, ou les techniques de management. Bref, quelque chose de très important. Il faut que dans votre discours, il y ait, je l'évoquais mais je le redis là, des silences. Alors, où placer les silences? C'est simple. Lorsque vous avez un argument fort, je ne sais pas si vous avez un argument fort, si vous le jetez dans le flot de votre discours, eh bien c'est dommage parce que le silence permet de mettre en exergue ce que vous venez de dire. Ça fait un petit moment dramatique et ça laisse cogiter celui qui vous écoute. Par exemple, formule de rhétorique qu'on appelle la question rhétorique. Vous posez une question dont vous ne donnez pas la réponse parce que la réponse doit être évidente. Pour reprendre mon exemple de l'avocat tout à l'heure, si je défends quelqu'un et que je lui dis vous aurez fait quoi à sa place? Bah, tout le monde aurait fait la même chose à sa place. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Si en revanche, après avoir mis en exergue la vie difficile de l'individu, je regarde mes juges et je leur dis, et dans la même situation, mesdames, messieurs, qu'auriez-vous fait? Je vous pose la question, mesdames, messieurs les juges, qu'auriez-vous fait? Ce silence-là permet non seulement un effet qui peut relever de l'art, mais pas de l'artifice, c'est sincère, c'est vrai, c'est un élan véridique, et ça laisse cogiter celui qui va vous entendre. Donc, placez vos silences après un argument fort ou une idée forte de votre discours. Vous avez les sujets d'éloquence qui vont vous tomber. Je sais pas, vous avez un beau moment. L'amour est-il une chance? Mais mesdames, messieurs les juges, est-ce que le propre de l'amour, n'est-ce pas de souffrir? Et je crois que c'est Marcel Proust qui disait « J'appelle ici amour une torture réciproque ». Vous voyez, cette jolie phrase, si vous la faites tomber dans le flot de votre argumentation, elle va avoir moins d'impact sur votre jury. Moins d'impact, hein, pas impacté. Depuis 2 semaines, 3 semaines, avec le Covid, on entend le mot impacté partout. Le Covid va impacter l'économie. Sachez que impacter, je vous le dis au passage, ce n'est pas français. Donc, utilisez les silences, les regards, comme vous le disiez. N'oubliez pas de regarder votre auditeur, vos auditoires. S'il y a 950 personnes, alors je vous souhaite d'avoir à plaider devant 950 personnes, d'avoir à prendre la parole devant 950 personnes. Ça n'arrive pas tous les jours, mais si ça arrive, s'il y a beaucoup de monde dans une salle, par exemple,
on ne sait pas trop donner la tête, technique simple, prendre des points d'appui. À gauche, vous repérez une personne, hop, et vous la regardez elle, mais les gens à gauche vont penser que vous les regardez eux. À droite, pareil, un point d'appui. Et vous pouvez un petit peu balayer du regard de gauche à droite, de droite à gauche, mais ne pas faire que ça. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui n'arrête pas de tourner la tête tout le moment où il parle. Ou prendre des petits points d'appui. Mais les regards, si vous avez 4 juges, il faut accorder quelque chose à chacun. Et autre élément important du non-verbal, les variations de ton. Ça reprend un peu cette idée de musicalité que je vous développais avec le silence. Les fameux candidats dont je vous parlais, qu'est-ce qui fait qu'on ne les écoute pas? Eh bien, c'est que c'est infiniment répétitif sur le rythme. C'est aussi l'écueil inévitable quand on a un texte, parce que le rythme de la lecture, c'est quelque chose de répété. C'est ainsi, mesdames, messieurs, que je me demandais, hier encore, mais pourquoi? Mais pourquoi ai-je donc pratiqué ce concours alors qu'hier? Et ces gens-là confondent en fait le petit blanc à la fin de la phrase et un silence. Donc, si vous gardez le même ton pendant 10 minutes ou 4 minutes de discours, c'est pas très intéressant. Donc, n'hésitez pas à varier les tons. Vous voyez, si vous avez imaginé que là, je vois une dame en bas de l'écran. Imaginez que madame, c'est madame le juge qui va me juger sur un concours d'éloquence. Eh bien, si je veux parler de quelque chose, reprenons mon truc, l'amour est-elle une torture réciproque? L'amour, c'est un peu ça, madame le juge, non? Quand on aime, on souffre. Enfin, du moins, c'est ce qu'en disent les orateurs, les auteurs, les poètes. Moi, je sais pas, madame le juge, j'ai jamais été amoureux. Je me suis toujours fait friendzoner, madame le juge. Et pourtant, quand bien même je me suis fait friendzoner pendant longtemps, vous voyez, vous pouvez varier les tons, varier les rythmes, d'un coup monter, puis redescendre. Et là, l'oreille va vous suivre. Donc, au passage, par association d'idées, permettez-vous l'humour. Vous avez le droit d'être drôle. Et vous avez le droit d'être pas drôle aussi. Les candidats qui veulent absolument être drôles, ils confondent souvent l'éloquence et le Jamel Comedy Club. C'est pas la même chose. Il ne faut pas prendre les rires pour une adhésion absolue à votre pensée. Mais n'hésitez pas, soyez pas pétrifiés par, si vous faites un concours ou quoi, par l'enjeu, faites-vous plaisir. Il faut désacraliser la chose. Si vous avez un bon mot qui vous vient, vous le sortez. Et si ça fait pchit, vous assumez. Ça arrive de faire pchit. Mais c'est pas grave, si vous assumez, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui se moque de lui-même. Ça marche à tous les coups. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je fais un truc, je fais une blague, silence total. Mesdames, messieurs, vous voyez, ça s'appelle un bide. Et là, les gens vont rigoler au fait que vous vous moquez de vous-même. Donc, ne jamais hésiter, en tout cas, à vous permettre l'humour. Bon. Maintenant, je veux juste vous dire un dernier mot sur le fond, parce que j'y pense. Comme je vous ai dit, ça dépend de votre culture. Faites avec vos sensibilités. Mais évitez à tout prix, quand vous êtes dans des concours d'éloquence, les lieux communs et les poncifs. Je m'explique. Si déjà vous prenez la parole, n'ayez pas peur d'avoir une pensée qui peut-être s'émancipe un peu de la pensée dominante majoritaire. Si vous faites un concours d'éloquence et comme beaucoup de candidats et de candidates, vous venez pour nous expliquer qu'il faut sauver les dauphins, que le bien c'est mieux que le mal et que l'écologie c'est cool, on s'en doutait un peu. Merci d'être passé. Si vous voulez, trop souvent les candidats prennent les concours d'éloquence pour un concours d'enfonçage de portes ouvertes. Le but, c'est d'être quand même un petit peu... C'est une liberté, la parole. C'est un peu une liberté. Donc, prenez cette liberté sans être, attention, ni indélicat, ni dans un délit pénal, parce qu'il y a des choses qui peuvent passer, mais n'ayez pas peur. Et si vous êtes en adéquation totale avec, par exemple, la pensée majoritaire du siècle, si pour vous, vous êtes pour l'écriture, je sais pas moi, inclusive, contre toute forme de sexisme, vous pensez qu'il faut réécrire l'histoire, etc. Si vous êtes en adéquation avec le temps, bon acte, il n'y a pas de problème, liberté de penser, mais essayez au moins alors, dans ce cas, d'amener la chose sur un angle un petit peu plus pertinent. Vous voyez, quelqu'un qui va vous dire les inégalités, comme ça arrive souvent dans les candidats, une fois j'ai une candidate qui nous a dit, vraiment, elle avait crié ça, comme si c'était le moment charnière intellectuel de son discours, elle avait dit les inégalités, c'est une chose regrettable. Bien joué, bravo, merci pour la leçon, on ne savait pas. Donc, si vous prenez des idées qui sont communes, essayez de les amener d'une manière moins commune. Parce qu'il n'y a rien de pire que des poncifs, des lieux communs,
pendant 5 minutes ou 4 minutes de discours, on vous en fera le reproche. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le fond. Sur la structure du discours, si vous avez des questions, j'y répondrai. Faisons juste en 2-3 minutes une espèce de petite conclusion globale des éléments essentiels. Rappelez-vous que l'art oratoire, ce n'est pas une question de talent. Rappelez-vous que ça nécessite, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, d'avoir un mode de vie peut-être par strate, par moment un petit peu différent que la moyenne. Donc, ça veut dire, oui, ne pas hésiter à prendre votre iPhone pour télécharger une application de dictionnaire et de trouver des mots tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Et vous serez meilleur orateur. Plus vous avez de mots, plus vous serez bon. C'était Jacqueline de Romy, qui était une sublime femme intellectuelle, qui disait « Au fur et à mesure que le champ du vocabulaire s'étend, c'est le champ de ma pensée qui s'étend. Je peux penser mieux et plus si j'ai plus de vocabulaire, puisque je pense dans les mots. » Donc, ce n'est pas une question de talent, c'est beaucoup une question de travail. Faites tous les concours qu'on vous propose. Franchement, alors là, n'hésitez pas. N'ayez absolument pas peur ni du ridicule, ni de l'échec, parce que je vous le dis de manière claire et certaine, les moments qui font vraiment progresser, c'est les concours que vous perdez. Les concours que vous gagnez, ça donne un pseudo-palmarès, et c'est ce qui fait joli quand un monsieur a la gentillesse de vous présenter pour une conférence. Mais ce qui forge véritablement une personne, c'est les moments de déception de soi et de se dire, bon, pourquoi ça ne l'a pas fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Je sais qu'il y a encore peu de temps, j'ai eu le plaisir d'avoir un candidat qui s'était totalement vautré au concours, il s'était juré de plus jamais en refaire, et je lui ai dit, je sais que tu es inscrit à un autre concours puisque je suis invité à le juger, est-ce que tu vas y aller? Il me dit non. Je lui dis, bon, bah, si tu décides d'y aller, je te propose juste de faire une autre méthode, de ne pas écrire de discours, d'être toi-même avec un plan. Il est venu, il a humilié tout le monde parce qu'il était excellentissime. Il s'est servi de cette déconvenue où il s'était juré qu'il ne remonterait plus sur scène pour ça. Donc, si jamais ça se passe mal ou ça se passe pas comme vous vouliez, vous n'étiez pas aussi bon, de toute façon, ça n'existe pas. Un type qui se rassoit en se disant oh, j'ai été excellent. Là, c'est qu'il faut aussi consulter un psychologue. C'est bon, c'est que vous êtes pathologique. On n'est jamais très satisfait de soi. Donc, n'hésitez pas à en refaire. Sur le discours en lui-même, faites en sorte que ce soit toujours très structuré dans votre esprit pour que ce soit structuré pour celui qui vous écoute. Il faut emmener votre auditoire d'un point A à un point B. Évitez, si vous le pouvez, le texte intégralement rédigé. Car un texte intégralement rédigé, ce n'est pas l'éloquence, c'est la restitution d'un discours. Et donc là, vous êtes inévitablement dans le théâtre, vous forcez le trait, vous lisez. Et donc en général, quand on va beaucoup trop vite, on n'est pas soi, on n'est pas authentique, on ne touche pas, on se prive des silences, on se prive du regard. Bref, vous l'aurez compris, c'est le cumul des inconvénients. Donc, je vous déconseille l'écriture intégrale. En revanche, avoir un plan et avoir répété chez soi plusieurs fois sa pensée et ses arguments, ça oui. Donc, exorde, argumentation, péroraison. N'ayez pas peur d'avoir peur. La peur de la prise de parole en public, c'est normal et c'est salvateur. Le jour où vous aurez plus peur, c'est qu'il faudra arrêter. Le non-verbal a son importance. Soyez bien ancré lorsque vous allez prendre la parole. Respirez un bon coup. N'hésitez pas à jouer des silences avant même de prendre la parole parfois. Lorsqu'on vous dit la parole est à vous, ne commencez pas tout de suite une fois qu'on vous a dit de prendre la parole. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui enchaîne tout de suite. La parole est à vous, monsieur Untel. Au moins, vous laissez un petit silence avant parce que vous pouvez au même temps respirer. Et le silence intrigue davantage l'oreille que le bruit. Moi, je sais qu'à chaque fois que je dois commencer une plaidoirie, je ne me gêne pas. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges. Oui, ce silence-là qui me précède juste avant, c'est ce qui me permet de capter l'attention comme rien d'autre ne pourrait le faire. Ce silence-là, c'est là où vous commencez à parler. Ce silence, ce n'est pas seulement un silence, c'est une parole. Donc, placez des silences, placez des regards et essayez, si vous pouvez, de trouver quelques formules qui marquent. Comme je vous l'ai dit, dans la petite brochure, il y aura des choses qui peuvent vous aider pour créer des formules. Et enfin, et surtout, si j'ose dire, prenez beaucoup de plaisir parce que c'est un exercice plaisant. Faites-vous plaisir
et en général, vous serez plaisant.